Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai couru avec. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial car on va pas voir un champion de nos régions. Olivier Como est coach pour les sportifs professionnels et amateurs, mais il est aussi professeur d'EPS. Et c'est à Diefenbach-le-Val que je m'en vais le rejoindre pour en apprendre un petit peu plus sur lui. C'est parti. Ah oui, au fait, vous allez voir, dans la suite de la vidéo, j'ai les cheveux longs et la barbe. Ce n'est pas un faux raccord, hein. J'ai juste perdu mes rushs vidéo et j'ai dû recommencer. Allez, bonne vidéo. Salut Olivier. Salut Max, ça va? Bienvenue chez nous. Donc là, on est chez toi. Exactement, on est chez moi à Diefenbach. Ah, tu peux nous montrer tes... Il y a du matos, parce qu'en fait c'est une paire qui a fait belle donne. Elle a fait belle donne en traversée et puis comme elles étaient quand même usinées pour pouvoir courir longtemps parce que je cours un peu de l'extérieur, je les ai recyclées, c'est des bonnes schlopes pour aller faire les poubelles, le bois, tout ça quoi. Bon, c'est Salomon, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà. Prototype. Olivier, je te remercie de nous recevoir chez toi. Avec plaisir, je t'invite chez moi, c'est toujours plaisir de partager. Je pense que c'est un maître mot dans les pratiques sportives de manière générale. Donc pour me présenter, je m'appelle Olivier Como, je suis prof de PS, j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants et donc j'habite Diefenbach comme tu as pu voir avec une belle vallée autour de moi comme terrain de jeu. J'étais coureur à pied de 10 bornes et j'ai depuis maintenant une dizaine d'années, puisque j'ai fait mon premier ultra en 2009, j'ai fait la CCC en 2012, j'ai fait la TDS, l'UTMB, l'UT4M, j'ai fait la PTL, j'ai fait X Alpine, échappée belle. J'ai un peu fait les formats longs. J'aspire encore à en faire. Et puis localement, j'ai fait tout ce qui est les classiques de chez nous, petits ballons, Wurzel, très local. J'ai jamais fait Niederbronn. D'accord. J'ai un peu peur de tout ce qui est un peu très roulant. Oui. J'ai fait un marathon à Strasbourg aussi. J'ai fait semi aussi, genre de choses. Tout coureur dans sa diversité à un moment donné se réfère quand même à des temps. Donc voilà, j'ai joué avec le chronomètre, mais c'est clair que c'est dans la montagne que j'y prends le plus de plaisir, aussi bien à la montée qu'à la descente. Et donc tu fais quoi dans la vie? Je suis prof de PS, j'ai commencé par ça, mais je suis aussi coach sportif. Oui. Coach sportif, alors c'est un peu galvaudé comme nom, on a un peu utilisé dans tous les sens. Moi j'ai fait une formation longue en STAPS, j'ai fait une licence, une maîtrise en entraînement. Après j'ai fait un DEA en physio de l'effort, où j'étais rattaché à une fac de médecine en Allemagne. Et j'ai fait un DESS en préparation physique, donc pour la partie strictement entraînement. Et là j'étais en laboratoire au centre sportif à Mulhouse. Et conjointement à ça, j'ai fait 6 mois de stage pour mon DESS avec Quintin sous la piste à l'INSEP. Donc voilà, c'est une culture du très haut niveau. Quintin, ouais, c'est l'entraîneur de Rousseau Tournant. D'accord. La piste française, donc c'était 6 médailles olympiques en continu qui tournaient, donc on touche le très haut de gamme. D'accord. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses à ce moment-là. Ça fait combien de temps que tu es coach? Alors ça fait mes premiers plans d'entraînement, je les ai faits en 99. Donc tu vois, ça fait plus de 20 ans que je fais du coaching. À l'époque, ça s'appelait des plans d'entraînement de manière un peu plus rigide. Coaching, c'était déjà un peu en vogue il y a une dizaine d'années, donc j'appelais ça Oli Coaching, voilà, pour Olivier, et coaching pour référence à une méthode d'entraînement. Et j'avais créé ça en 2011, le 1er janvier. En fait, les auto-entreprises avaient été créées, moi j'étais déjà prof de PS, et j'avais des gens qui me contactaient, notamment des cyclistes, des tubes, je m'en rappelle, je savais pas qui ils étaient, et les gens commençaient à me contacter en disant j'ai appris que tu faisais des plans d'entraînement, est-ce que tu peux me suivre pour des courses? Et là je me dis punaise, il y a un créneau à prendre, et surtout je me suis dit, j'en avais ras-le-bol de voir des gens qui faisaient n'importe quoi à l'entraînement et qui accumulaient les kilomètres, et à un moment donné dire
on peut faire bien avec peu, et surtout, on n'a pas le droit de sacrifier des heures pour rien. Je suis issu du milieu de la gym et j'ai vu beaucoup de gamines passer des heures et des heures dans la salle d'entraînement. Quand tu es mal entraîné, à un moment donné, tu progresses pas. Mais en course à pied, c'est pareil. Si tu fais juste des heures mais que tu les fais mal, c'est peut-être bien pour sa tête, c'est peut-être bien pour plein de choses, mais il n'y a pas la logique soit de ne pas se blesser, soit de performer. Voilà. Et c'est ce qui t'a donné envie de... Ouais, j'avais vraiment envie de donner La création du coaching, c'est donner un outil aux gens qui ne savent pas quoi faire, ou qui n'ont pas la possibilité d'aller dans un club, parce que les clubs c'est super formateur, mais voilà, comme dans la vie de tous les jours, quand tu as un job, tu peux pas être là à 18 h le mardi soir à côté de la piste pour faire tes séries de 200. Donc à un moment donné, la personne qui me dit voilà, moi je suis libre que 2 heures mais c'est le mardi matin, bah moi si tu as 2 heures libre mardi matin, je vais dire ce que tu dois faire et comment profiter au mieux, comment agencer ton emploi du temps pour pouvoir avoir la charge de travail idéale en fonction de ton niveau et de ton besoin, ton vécu et ton objectif, quoi. Je me décrirais plutôt comme agenceur d'emploi du temps. Globalement, les gens me donnent l'objectif de fin, le vécu, donc globalement je sais ce qui se passe, ce qui s'est passé. Je les ai un jour J0, je dois atteindre leur niveau de forme maximum à la perte donnée, donc ça c'est le schéma le plus standard. Et ils me disent voilà, dans ma semaine, j'ai mardi de libre, mercredi soir, vendredi matin, dimanche matin un peu. Qu'est-ce que je mets là-dedans? Et en fait, l'emploi du temps m'est donné, donc je sais que voilà, entre les deux séances, j'ai 24 heures de récup, donc comment est-ce que j'agente ma séance de VMA par rapport à ma séance de seuil, et c'est la disponibilité qui crée le plan d'entraînement. Ta dispo, ton vécu, ton objectif fait que ton plan d'entraînement sera celui-là. D'accord, ouais. Et tu les vois pas physiquement en fait? Non, c'est assez bizarre, c'est vrai qu'en Holy Coaching, c'est dû à distance et je me suis positionné là-dessus. Alors tu as vu avant quand on a passé un peu de temps ensemble, j'adore le partage et échanger avec les gens, mais sur Holy Coaching, je dois vraiment prendre le parti de dire, pour pouvoir répondre aux gens qui ne savent pas quoi faire, ben, je ne peux pas être tout le temps avec eux. Quelque part, le coach idéal, il accompagne la personne comme j'ai pu accompagner Cathy Martin, où finalement tu es presque là à chaque séance, tu as un suivi, un feedback continu. Mais pour une préparation à 6 mois, on peut finalement ne pas se voir. Et j'ai des gens à Toulouse, notamment, je pense à un mec qui est à Toulouse, je l'ai jamais vu. Ça fait 6 ans que je le coach. Ah oui, jamais vu. D'accord. Mais tous les ans il est content. J'ai vu une photo. Et par contre, je connais sa fréquence cardiaque et ses coups de fréquence cardiaque. C'est son identité. Mais justement, c'est ce que j'allais te demander parce que moi, j'aime pas les termes anglo-saxons, coach. Idéalement, si on prend la terminologie anglaise, le mot le plus noble pour moi, c'est celui qui devrait être capable de regrouper tous les entraîneurs de toute discipline, un peu le préparateur physique, le psychologique, le physiologiste, le technique, le tactique, et quelqu'un qui ressent toutes ces informations. Pour moi, le vrai coach, c'est celui qui sait soit tout compacter, enfin condenser, structurer, soit c'est quelqu'un qui a toutes ces compétences-là et qui donne du sens à chacun des domaines. Il doit être capable de pallier, en fait, c'est dire, la première chose à faire, c'est analyser l'athlète, quels sont ses besoins, il doit me dire, ok, quel est mon objectif, mais finalement dire aussi, quelles sont mes carences, et le coach, c'est celui qui est capable de dire, ok, ton besoin, il est précisément ici, et mon job, c'est de répondre à ça, quoi. D'accord, il va pointer du doigt les faiblesses. Les faiblesses, et puis les faiblesses peut-être en premier, et puis et aussi après faire l'analyse de l'objectif terminal en disant voilà, ça c'était point fort et point faible, mais finalement, vu là où tu veux aller, si tu veux faire 170 bornes à un moment donné et que tu veux passer une nuit dehors, il va falloir que tu saches gérer ton sommeil, ton alimentation. Et donc c'est aussi, on a des forces, des faiblesses, mais on sait où on doit aller, quoi. Je me rappelle avoir coaché quelqu'un qui est venu sur un pari avec un copain pour faire le trail des Bourbons. Je dis ok, super, c'est un beau projet, t'as quoi comme vécu? J'ai comme vécu 2 paquets de cigarettes par semaine et un 10 bornes il y a 2-3 ans. Ah ouais, c'est tout. Ah oui. Et c'est pour quand? C'est pour dans 6 mois. Et donc là, tu dis, waouh! Pour pouvoir faire 100 boards, il faut savoir avoir fait. Si tu n'as pas fait les étapes d'avant, tu sais que tu vas devoir accumuler du kilomètre. Et finalement, la contrainte, ça va être articulaire. Je dis, voilà, on peut tout faire, mais on va être toujours à la limite. Il n'y aura pas vraiment d'entraînement où ça sera confort parce qu'on va finalement charger. Et là, on n'est pas dans une démarche de progressivité en fait. Il n'y a pas de. Non, c'est ça. C'est qu'une. Mais tu l'expliques. Ah ouais, moi je lui ai clairement dit. Hein. Oui. Je veux bien y aller. Je sais ce qu'il faut faire. On va pouvoir aller au mieux. Il n'y a pas de certificat de réussite. Et par contre, je suis presque sûr qu'il y aura des gros moments d'inconfort. Mais tu as limité la casse en fait, c'est ça? Ouais, on est au bout et c'est un super projet, quoi. Ouais, super. C'est clair.
à quelqu'un qui est débutant, prends-toi le temps avant de driver de 100 bornes. Ouais, totalement. Va faire 20 bornes, va faire 50 et puis prépare-toi et dis-toi ouais, le Bourbon c'est chouette, ça doit être terrible, mais peut-être dans 2-3 ans. Tu as coaché des professionnels? J'ai entraîné un champion du monde de roller. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Donc tu vois dans les parties endurance. C'est large. Donc effectivement dans les rollers comme Eric Weinbrenner ou Karine Schirer qui a été championne d'Europe de longue distance en triathlon. Je suis allé aux Jeux paralympiques avec Cathy Martin qui faisait du vélo à main. Donc ouais, ça c'est un très gros souvenir hein, parce que finalement quand on te file le package avec le jogging équipe de France et que tu arrives et que tu vois le nid d'abeille à Pékin, tu te dis waouh, c'est 3 ans de préparation. Et là, clairement, dans genre jour J, c'est jour J quoi. Hein. C'est pas si je me rate, je fais 15 jours prochain, le prochain trail, c'est pas grave, je serai bien quand même quoi. Donc là, c'est clair qu'en termes d'enjeu et en termes de pic de forme, tu sais que tu dois pas te rater quoi. Moi, je trouve ça génial d'accompagner quelqu'un jusqu'aux Jeux paralympiques, ça doit être formidable. Hein. Ouais, c'était une richesse tout azimut. Humainement, tu dois. C'est clair. Hein. Tu dois t'éclater quoi. Après voilà, dans les trailers, j'ai accompagné Quentin Stéphan quand il est allé dans le team La Fuma, Sébastien Speller, avant qu'il soit champion de France de trail. Je l'ai mis sur trail avec notamment le Wurzel ici localement. J'ai accompagné Olivier Miclot aussi, que j'ai fait intégrer Adidas à l'époque. Jocelyn Verdenal en cyclisme, qui est spécialiste d'ultra en version route. Donc, et qui a intégré un team pro l'an passé. Après, ça c'est pour on va dire le tout haut niveau, le haut du panier. Après, il y a quand même des gens comme Guillaume Pillon ou comme Étienne Risser qui sont dans les meilleurs Alsaciens en triathlon. Quand ils vont faire Embrun, Étienne fait Embrun l'année dernière, il est dans les 15 premiers. Tu vois, ça commence à. Oui, ça cause. Ça cause, voilà, c'est des gens qui valent 2,50 sur marathon sec, sans problème. Il n'est pas athlète de haut niveau, mais clairement, il a la culture de haut niveau. Et sa femme Sabrina Rinaldi, que j'entraîne aussi, c'est pareil, quoi. Elle gagne au Bernay l'année dernière, c'est des références, quoi. Quand elle va Gérardmer, elle va faire un podium, ça parle vraiment, quoi. Donc toi, le confinement, finalement, avec ce que tu nous expliques, ça t'a pas posé de problème, finalement, puisque tu coaches à distance. Effectivement, donc moi le confinement m'a pas posé de problème puisque finalement la seule contrainte supplémentaire c'est que les gens n'avaient plus qu'1 heure et 1 kilomètre. Voilà. Donc ça a empêché. J'ai dû faire avec ouais. ça. Donc ça a rajouté une case supplémentaire mais qui était voilà. Après on a tronqué un tout petit peu par moment puisqu'on a pu faire des séances de pré-fatigue avant. Ils couraient au home trainer chez eux avant de commencer, ou renfort musculaire spécifique sur certains groupes musculaires et après partir courir, ou à l'inverse faire la séance et rentrer pour faire un peu de renfort. On arrivait quand même à construire quelque chose d'intéressant. Tu as une expérience vécue avec quelqu'un que tu as entraîné, une belle expérience, je pense. Après je pense aussi à quelqu'un qui avait 66-67 ans et qui voulait refaire un marathon. Et en fait il s'était pris deux tentatives. Vers 62-63 ans, il avait chaque fois arrêté au semi. Et en fait, là, la lecture justement de quels sont ses besoins, c'était il avait des besoins physiologiques clairs, mais il avait plus du tout la mécanique qui pouvait supporter la charge de travail. Et donc toutes les fois où il s'est préparé, il y arrivait blessé ou presque. Et en fait, j'ai fait une préparation marathon sans jamais dépasser 15 bornes. Tu vois, il avait 15-18 bornes et finalement, le seul paramètre qu'il ne connaissait pas, c'était durée. Oui. Et finalement, cette durée, il aurait été préjudiciable s'il avait fait l'entraînement. Donc en fait, on a tout préparé, tout essayé de mettre en œuvre, pareil, faire un peu de renforcement, puis courir pour dire ok, il faut pas que tu aies de choc. Le jour où tu auras des chocs, ça sera pour le marathon, quoi. Et 67 ans, il finit le marathon, 4h40 je crois, peu importe d'ailleurs. Mais là, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas fait de marathon et puis il s'était relancé ce défi-là, il n'avait jamais réussi. Et là, en fait, c'était mon copain Steph Schurk avec qui j'ai fait la PTL. Et quand il me dit mon beau-père, ça le donne envie. Voilà, la lecture, c'était dire ok, quels sont ses besoins. Et je me rappelle, Steph me disait le beau-père, il a peur là, hein, il a jamais couru assez longtemps. Il se dit, et Steph, il est corse, mon pote, et il a dit t'inquiète, si le coach a dit tu peux y aller. Et du coup, c'est clair, ça te met une pression, mais finalement, voilà, on est à le bout et
quelque part, je pense que quand un athlète vient aussi vers un coach, il y a une part de confiance qui doit être apportée, quoi. Je veux dire, c'est clair que tu donnes... souvent les gens qui disent, voilà, moi j'ai le moteur et le volant, mais c'est comme toi qui dois me dire, je vais à gauche ou je vais à droite, quoi. J'aime bien le pragmatisme du Corse. C'est-à-dire le Corse, quand il te dit oui, c'est bon, ça passe, tu peux y aller. Tu sais que tu peux y aller. Tu t'y es pris comment, ouais, justement pour préparer la PTL? C'est toi qui as préparé les deux autres avec qui tu as couru? Ouais, donc c'est moi qui coachais Steph et Seb. Et bah, figure-toi, on a réussi à faire seulement une journée et demie ensemble avant la PTL. Ah oui, d'accord. Parce que, bah voilà, père de famille tous les trois un job. On a réussi à faire une partie de reco avec Seb. On a réussi à faire un bon week-end dans les Vosges où on a dormi chez Stéphane Brognard, à l'auberge, super, top. en haut. Ouais. Et la préparation, ben, c'était chacun finalement a choisi ses courses et a fait comme on pouvait. Eux, ils ont fait Tignes ensemble. Et bah voilà, il fallait accumuler des kilomètres parce que la PTL, ça a cette expérience de 25 000 mètres de dénivelé. Finalement, ça s'absorbe pas si facilement que ça, quoi. Et puis c'est pas roulant du tout, quoi. Ça, en l'occurrence, la PTL, ça reste une expérience hors sentier, de lecture de cartes, de gestion de sommeil, qui reste unique. Pas grand chose pour préparer ça, quoi, si ce n'est s'immerger, quoi. C'est vraiment, on a franchi, je pense, les portes de l'ultra trail et pour aller vraiment sur une logique de survie en montagne. Oui, c'est ça. Ouais. D'autonomie, autonomie, gestion. C'est à vivre, hein, mais pareil, quoi. C'est vraiment pas le truc où on peut en fantasmer, mais il faut se le donner le temps. Voilà, il y a 10 ans, j'imagine même pas pouvoir faire une BTL. Il y a 10 ans, je souhaitais même pas la faire. Je trouvais ça inhumain et à juste titre. Et pour leur fait, ça, c'est un gros morceau, mais humainement, c'est transcendant aussi. En fait, c'est l'ultra trail à ça de blasant, je trouve, c'est que tu te repousses dans tes retranchements, tu te découvres finalement dans des phases de fatigue comme jamais tu as eu, des coups de moins bien. Mais c'est avec le projet finalement de toujours regagner entier l'arrivée, revoir ses proches, repartager des moments et qui continue à te faire avancer, quoi. Et ça peut être blasant ou euphorisant parce que finalement c'est ce que tu vas rechercher, quoi. Ce maintien en forme, cette préparation, en fait l'ultra il a ça de bon, c'est toute la préparation en amont. Moi je me rappelle avoir vu des schtroumpfs à l'UT4M, quoi. Ah non, donc toi tu vois des trucs fantastiques, toi. Bah, j'ai vu de tout. Enfin, j'ai vu en fait dans la même montée une des séquences de schtroumpfs et je me rappelle aussi monter tout droit, un truc complètement monotone et j'étais au bâton et puis d'un coup je vois un vigneron prendre le rocher, me mettre sur les épaules dans la haute. Ah oui, donc et traverser, quoi. Toi. Je fais waouh, pourquoi est-ce que le vigneron il prend le rocher, tu vois, et là je me dis putain c'est pas logique quand même là. Attends, c'est pas normal ça. Hein. Moi, par le phénomène de la branche, tu sais, où t'es en train de courir, puis tout d'un coup tu fais ça alors qu'il n'y avait rien du tout. J'ai pas eu non plus. Mais bon, je suis pas allé jusqu'à la PTL non plus. Moi, par rapport à trêve hivernage, je pense que c'est toujours pareil. Il faut réfléchir en vécu, à mon avis, de la personne et on va dire de manière générale que le mec soit très bon, même au niveau, et le mec qui soit moins performant. Il faut du repos. Oui. Il y a une phrase importante dans l'entraînement qui dit le repos, c'est l'entraînement invisible. Et clairement, c'est parce qu'on se repose qu'on peut supporter davantage. Et qu'entre chaque bloc et chaque macrocycle, à un moment donné, il y a aussi l'obligation de dire bah ouais, mais sur ce capital-là, on n'a pas d'autre solution que de rebaisser un peu le niveau de forme pour remonter, parce que faire que monter, il ne faut pas rêver, sinon tout le monde serait à 2 heures au marathon à un moment donné. Donc c'est bien ces repos-là qui permettent de progresser et de reprogresser. Alors hivernal, c'est pas forcément juste, parce que finalement, il faut toujours réfléchir en saison, parce que finalement tu pourras faire un repos estival si ta planif elle est faite pour être en forme en hiver et que ton goal c'est faire le trail blanc de je sais pas quoi, bah, ta coupure elle a du sens en septembre, tu vois. Donc je pense que faut le réfléchir comme ça, mais ce qui est sûr c'est que le repos il a du sens et un repos complet il peut faire beaucoup de bien. Justement, j'en avais parlé dans une vidéo, je sais pas si tu l'as vu, mais faut-il un objectif pour continuer à s'entraîner? Alors je pense qu'il y a des gens qui fonctionnent à l'objectif, clairement, en disant après il y a des gens qui fonctionnent au trophée, hein, comme le chasseur, hein. Il y en a qui veulent les dossards, pareil. Il y en a qui veulent les dossards. Et après, moi ça me choque pas que certains me disent moi mon objectif, moi par exemple, je partage l'objectif, j'ai envie de mettre des dossards, mais je partage l'objectif de dire je veux à 60 ans pouvoir courir.
J'adore cet objectif. Je trouve ça génial. Ça, tu vois, ça c'est... Et pour moi, 60 ans vouloir courir, c'est un bel objectif. C'est légitime, et ça veut aussi dire, pour pouvoir courir à 60 ans, moi je fais 350, 400 heures d'entraînement dans l'année à peu près, hein. Je fais 1 heure par jour, on va dire. On sait qu'au-delà d'1 heure et demie, c'est pas forcément productif en termes, enfin ça commence à être dangereux global, à 600, 700 heures. Ouais. À 1000 heures, il faut être un athlète de haut niveau pour supporter la charge de travail ou équivalent. Puis il faut peut-être avoir le staff autour aussi, peut-être. Ouais, le staff, et malheureusement aussi la prédisposition génétique, et je veux dire, et les travées osseuses qui vont avec, et les tendons qui vont avec. Voilà, moi je sais que ça je le supporte. On sait que d'une année sur l'autre on peut augmenter de 20-30%. 30, on sait que c'est les limites. 20, on le supporte. Donc voilà, je sais que si cette année je fais 400, l'année prochaine je peux faire 500 maxi. Et je sais qu'à surtout, à 60 ans c'est dans 18. Je vais pas monter crescendo. Si à 400 heures j'arrive à me stabiliser, c'est super quoi. Parce que finalement quand je refais, j'étais tombé il y a 1 an, j'ai dû faire une radio des genoux, là tu flippes un peu, tu dis putain comment ça va être en dessous quoi. Et là qui me dit ça se passe, il n'y a aucun problème, vous n'êtes pas du tout touché, il n'y a pas de problème, les articulations, tout fonctionne. Je me dis ok c'est bon, j'ai une charge de travail qui m'est adaptée, je continue à rester régulier, voire à progresser, tout est ouvert quoi. Ouais. J'ai 20 ans à venir quoi. Tu as quand même le profil du coach parce que tu es très orienté, tu te fais plaisir dans la performance, mais donc tu es orienté très performance quand même. Ouais, c'est vrai que les gens ils viennent quand même souvent vers moi avec un projet annoncé, mais qui peut être aussi de dire tous les 15 jours ou 3 semaines je vais pouvoir enchaîner 30 bornes, tu vois. Ouais. Auquel cas la performance elle est dans l'enchaînement. Un peu comme finalement le préparateur physique au foot qui dit voilà il y a 40 journées, il faut être finalement tout le temps bon quoi. Tu peux pas dire je vise seulement un match quoi. Donc des gens ils ont cet objectif là. Après c'est clair que pour moi j'aime bien mettre derrière objectif une distance, un temps, parce que finalement même si on dit je veux prendre du plaisir, quand tu fais 110 bornes et que c'est en plein massif montagneux, tu vas y passer 24 ou 26 heures. 24 ou 26 heures c'est quand même une vraie donnée physiologique à préparer quoi. Absolument. Même si tu prends du plaisir, il faut que tu dises à un moment donné ok ouais mais 1500 mètres de montée en un coup, ça veut dire que le mec il va être en bas et il va bâtonner 2 heures quoi. Ouais. Donc tu as besoin de pouvoir en fonction de ce qu'il a annoncé en termes de besoins, trouver la sollicitation qui lui permettra de faire ça quoi. Donc c'est vrai que j'essaye de niveler toujours ça, et même sans que ce soit au plus vite, mais en tout cas une déclinaison un calibrage quoi, pour dire ok tu t'inquiètes pas, 2000 ça tient quoi. Avec le mec il arrive et il se dit en haut j'ai plus qu'à penser à fermer ma veste, à manger ma barre parce que physiquement je suis OP quoi. Mais ça se passe jamais comme ça. Ouais, c'est ça le problème. Quand tu coaches, tu as pu, enfin pas quand tu coaches, mais dans la vie de tous les jours, tu as pu voir chez les gens des choses qui te choquent, qui font à l'entraînement, que ces gens faisaient à l'entraînement. Ouais, il y a certains trucs qui me répilent, et c'est pour ça que j'ai créé Oli Coaching, c'est à un moment donné de dire faites pas n'importe quoi, il y a des gens dont c'est le métier, allez vers eux. Et voilà, le genre, je veux toujours faire un peu plus, toujours un peu trop, ou finalement quand est-ce que je mets la dernière séance et finalement ils vont jusqu'au plus loin, ils n'ont jamais le corps se reposer, ils arrivent à la course, ils sont rôtis quoi. Combien de personnes se présentent à l'UTMB avec j'ai bobo, aïe, je sais pas où est-ce que je vais aller quoi. Ça c'est vraiment dommage. Dans les choses qui me répilent, c'est les étirements. Tu vois, c'est un truc, ça me prend. Le nombre de fois où tu vois un parcours de santé, les gens ils mettent la jambe 2 mètres au-dessus d'eux et puis ils font je vais dire qu'est-ce qu'il fait, il veut absolument se blesser quoi, il veut se blesser lui. Ouais, parce que clairement c'est pas bon quoi, je veux dire l'ischio il est froid parce qu'ils ont pas fait une séance, ils tirent par à-coup sur un muscle froid. Ok, voilà, t'as envie de dire. C'est là où c'est dommage, le mec il est consciencieux sauf qu'il se rend pas compte que par conscience il risque de tout faire mal. Les bagages scientifiques, il y a des gens qui ont fait des études sur ça pour dire qu'est-ce qu'il y a de bien à faire quoi. Je veux dire sur ça, tu peux quand même ne pas te faire mal en disant des étirements longs, privilégier ça le soir dans un format relaxation dans ton lit ou sous ta douche, c'est 10 fois plus efficace qu'après la séance. Une séance qui a fait de la VMA, ne vous étirez pas, ça sert à rien. Ça c'est quelque chose, c'est que contribuer à des micro-lésions quoi. Ouais. Après, des choses qui me répilent, des gens qui en plein confinement se permettent de mettre sur Strava qu'ils ont fait 3 heures. Ah oui, bon ça, ouais. C'est pas vraiment d'entraînement, mais... Tu veux vraiment te dire ça? Non, parce que je suis totalement d'accord. Strava est un super outil, c'est un réseau social.
Mais à un moment donné, quand il y a une règle qui dit reste à 1 heure de chez toi et fais 1 heure, même moi qui étais pro et qui avait le droit de sortir, je ne l'ai pas fait par honnêteté et par pourquoi être ostentatoire sur Strava. Mets ton compte en privé, tu veux faire 3 heures, tu veux faire 5 heures, tu fais le pimpin. Ne le dis pas à tout le monde. Pour dire aux autres en plus, hashtag que font les autres autour de leur maison. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont le droit de faire. Oui, voilà. Tu vois, c'est juste ça. Avec 7 fois 1 heure, quand c'est bien fait, tu peux arriver prêt à la sortie du confinement. Bien sûr. Sur plein de pas mal de distances, je veux dire. Donc, et puis tu disais si tu fais un petit peu à la maison avant ou après, je veux dire, il y a plein de choses à faire. Hein. Après, tu fais 1 heure de course à pied, puis tu te fais du gainage juste après, tu peux te faire. Tu fais de la chaise contre un mur. Ouais, voilà, exactement. Donc fais 3 fois 5 fois 1 minute de chaise, récup corde à sauter et après tu vas courir et tu vas faire tes allers-retours. La fatigue, c'est pas mal ça. Ouais. Des choses qui peuvent être mises en place comme stratagème. Après, même si tout le monde préfère sortir, et là où je comprends que le mec il a envie de sortir parce que c'est son plaisir et que c'est pas un plaisir que faire des allers-retours devant sa maison, si tu veux le plaisir et que le plaisir est pour toi, oui. C'est ton plaisir à toi. Ou est-ce que ton plaisir c'est de partager sur Strava? Si après le besoin d'existence, moi je l'ai pas sur un réseau social, après certains peuvent l'avoir. Bon alors, quel est ton entraînement préféré? Mon entraînement préféré, tu l'as compris, pour pouvoir être bon et avoir envie à 60 ans, il faut que je me fasse plaisir tous les jours. Donc c'est un entraînement qui forcément te fait plaisir en termes d'endroit. Donc je suis local. Je suis local, donc j'ai envie de le faire ici. Donc pour moi l'entraînement idéal, ce serait de faire 8 x 1, 31. Les 1 minute tu les fais à la marche, en train d'attendre. Si le mec est plus fort que toi, il t'attend un peu, il redescend un peu. Et si toi t'es plus fort que lui, tu redescends un peu ou tu marches un peu plus doucement pour à chaque fois repartir ensemble. Je trouve ça chouette. Alors tu nous emmènes faire l'entraînement? Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Bon je te propose d'aller explorer là-haut. Allez. Presque au plus court. Allez go, parti. C'est parti. Et ils aiment bien ça dans les Vosges, te faire passer directement dans la pente comme ça, pas prendre les gros sentiers ou les petits singles. C'est un peu des spécialistes pour ça les Vosges. Alors ça, typiquement, c'est un bon exemple. Les Alpes, on les voit sacrément bien du Markstein. On voit bien le Mont Blanc d'ailleurs. De l'Alsace, on fait coucou à nos amis aux Savoyards. Alors eux par contre, ils regardent jamais vers nous. Hein. Venez faire des trails en Alsace un peu. Ouais, c'était bien sympa, Olivier. Ouais, c'était un plaisir. Ouais. Il nous paye le café, il a dit. Ouais, facile. Allez. Ouais, Olivier, je voulais te remercier de nous avoir accordé ce temps. Et je voulais te poser une dernière question. Si tu avais un conseil à donner aux coureurs qui nous regardent, ça serait lequel? Ouais, alors merci aussi d'avoir partagé ce temps-là. Et le conseil, je différencierais deux populations. On va dire le coureur qui va regarder, qui est débutant, il faut vraiment qu'il soit progressif. Il faut réfléchir
voilà, à des étapes. Si la personne rêve du TMB, il ne faut pas se dire dans l'UTMB c'est dans 2 ans. Non, non, il y a des incontournables. Le 30 bornes, le 50 bornes, le 80 bornes, c'est des plateformes, des étapes qui serviront à découvrir le sommeil, à découvrir l'alimentation et se donner un objectif trop inaccessible d'un coup et viser que ça, c'est à mon avis un grand danger pour les articulations, pour les surentraînements, pour le trop faire, quoi. Après, l'autre conseil pour la personne qui court souvent, c'est diversifier, quoi. Ouais. Plus on va pouvoir diversifier, plus on va pouvoir aller de l'avant rapidement en compensant ses points faibles, en améliorant ses points forts. Il faut être capable de courir vite à la montée, vite à la descente. Il faut faire de la caillasse comme on fait un peu de route. Et finalement, c'est aussi une solution pour, pareil, éviter les blessures parce qu'à faire tout le temps la même chose, on devient bon que sur ça. Alors qu'une course, par définition, c'est monter, c'est descendre. Et tous les terrains sont variés et il faut savoir répondre à tout le temps. Donc ton conseil, progressivité pour les débutants. Progressivité des et débutants. Pour les gens qui sont plus habitués à courir. Enfin, voilà. Diversifier. Okay. À pas savoir, il faut tout faire. Il faut savoir faire des séquences courtes et c'est pareil. Que les ultra-trailers, ultra-trainers ne fassent pas que du long. À trop s'enfermer là-dedans, on va avoir une sorte de monotonie d'entraînement qui sera préjudiciable à 1 ou 2 ans après. Où on dira bon, j'ai perdu mon plaisir. Je n'y accède plus. Fait, ouais. Alors que faire du très court, ça permettra de construire autre chose et de continuer à prendre du plaisir sur du long aussi. Super. Merci Olivier. Plaisir.